Ouais, attends, Lucie. Allez, sortez du plateau, s'il vous plaît. Hop, c'est bon. Merci. Vous votre masque, si vous devez départ, vous pouvez l'enlever. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes de retour sur midilibre.fr pour notre table ronde sur les rapports à l'alimentation, les nouveaux rapports à l'alimentation. Table ronde organisée dans le cadre des journées initiatives vertes, vous le savez, portées à la fois par Midi Libre et par... Vous reprenez là ? Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur midilibre.fr pour cette nouvelle table ronde autour des rapports à l'alimentation, les nouveaux rapports à l'alimentation. Table ronde organisée dans le cadre, vous le savez, des journées initiatives vertes. 4 tables rondes aujourd'hui. Journée initiative verte portée par Midi Libre, le groupe Dépêche, Le Monde Nouveau, en partenariat avec BRL. Nous sommes, je vous le rappelle, en direct sur midilibre.fr. Vous pourrez donc à la fois témoigner, échanger, poser des questions à nos intervenants. Questions évidemment que nous prendrons tout au long de cette table ronde. 5 intervenants, 2 intervenants ici dans notre plateau, sur notre plateau à Latte, et puis 3 autres qui sont de l'autre côté de leur ordinateur, qui sont en digital et avec qui nous allons échanger tout au long de cette heure. Je vous propose tout d'abord une présentation de chacun de nos intervenants avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors je vais laisser à chacun le soin de se présenter. Je vais commencer par vous, Camille Banton, présidente des jeunes agriculteurs de l'Hérault, mais peut-être vous pouvez davantage vous présenter. Camille Banton. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc Camille Banton, je suis présidente donc, des jeunes agriculteurs de l'Hérault, puisque je suis agricultrice, donc viticultrice et vigneronne sur la commune du Crest-Castelnau-le-Lez, en cave particulière et cave coopérative, et en reprise d'exploitation familiale. Et donc à ce titre, voilà, je suis engagée dans le syndicalisme et donc en tant qu'aujourd'hui présidente des jeunes agriculteurs de l'Hérault et impliquée dans d'autres organismes professionnels agricoles. Merci beaucoup. À vos côtés, Claude Maruenda, je vous laisse vous présenter. Bonjour, je m'appelle Claude Maruenda, je suis fondateur d'une start-up qui s'appelle APMSA, qui est née dans l'incubateur d'entreprise Supagro à Montpellier. Et je suis spécialisé dans l'application du plan de maîtrise sanitaire alimentaire depuis une trentaine d'années, même peut-être un petit peu plus. Et je fais partie des consultants qui prônent l'alimentation de proximité, les circuits courts, les produits frais et les produits de saison. Je pense que c'est une politique dans le cadre du programme national de santé publique Alim Confiance, qui est d'essayer d'amener le plus possible les gens à respecter ces préceptes de circuit court. Voilà. Nous en parlerons évidemment bien sûr tout à l'heure. Alors, de l'autre côté, je vais laisser la parole à Carole Soubéran qui va se présenter. Oui, bonjour. Bonjour Carole. Bonjour, je suis chef du restaurant Le Bistrot de Carreau à Lunel. Voilà, depuis 10 ans. Je fais partie des chefs d'or depuis l'an dernier. Je suis autodidacte, j'ai fait des études de communication ici en Suisse qui n'ont pas grand-chose à voir avec la cuisine, mais toujours un peu. Et donc ça fait 10 ans que j'ai mon restaurant avec un parcours assez particulier. Merci beaucoup. Anne-Eugénie Gaspard. Oui, bonjour. Donc bonjour à tout le monde. Alors moi, je fais partie du groupe AFNOR. Alors on donc, ne vous entend pas, mais il y a peut-être une question de micro. Ce sont les aléas du direct. Il faut bien qu'on ait quelques petites solutions. Alors on va trouver ça. Ça marchait ça y est, ça marche parfaitement. Allez-y, Anne-Eugénie Gaspard. Bon, alors voilà. Bonjour à tout le monde. Excusez-moi. Donc moi, je fais partie du groupe AFNOR. Donc les normes volontaires dont on pourra parler tout à l'heure. Et au sein du groupe AFNOR, j'ai le plaisir
de collaborer avec des acteurs du secteur agroalimentaire, les coopératives agricoles et les industries agroalimentaires à l'échelle régionale et sur des projets nationaux, sur le thème de la responsabilité sociétale des organisations et des entreprises, c'est-à-dire comment intégrer les enjeux de développement durable au sein des différentes activités des acteurs de la chaîne alimentaire. Très bien. On Alors, aura en une effet beaucoup de norme questions à vous poser. Et puis, Stéphane Gilbert, je vous laisse vous présenter. Bonjour. Bonjour. Personnellement, je suis prof de sciences alimentaires et de technologie alimentaire à l'Institut Agro Montpellier Supagro. J'ai beaucoup travaillé en recherche sur des nouveaux procédés de conservation des aliments, sur les biopolymères et puis plus récemment sur les questions de réduction des pertes et gaspillages et de systèmes alimentaires durables. Très bien, merci à vous cinq pour cette présentation. Alors je voudrais qu'on démarre avec vous, Carole Soubeyran, parce que cette table ronde est consacrée au nouveau rapport à l'alimentation. Vous avez rappelé vos fonctions, chef d'un restaurant. Vous connaissez bien ces sujets, évidemment, autour de l'alimentation. Quel regard vous portez, notamment peut-être avec le confinement qu'on a traversé, le Covid qui s'est abattu sur notre territoire? Est-ce que notre rapport à l'alimentation a si évolué que cela? Est-ce que les habitants, les citoyens ont un regard nouveau sur ce qu'ils consomment et sur la manière dont ils le consomment? Est-ce que vous l'avez constaté, ça, et comment? Alors, Carole Soubeyran, ça semble bloqué chez elle. Alors, ce que je vais peut-être faire, c'est vous poser directement la question, Camille Banton, président des jeunes agriculteurs de l'Hérault, vous-même sur le terrain, sur ce sujet. Peut-être est-ce que vous constatez auprès de vos collègues agriculteurs, producteurs, chefs d'entreprise, que les citoyens ont un regard nouveau sur l'alimentation, sur ce qu'ils consomment dans l'assiette et finalement d'où viennent les produits également? Oui, bien sûr. Alors, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier, bien évidemment. Mais on constate, alors déjà depuis plusieurs années, que le consommateur quand même a vraiment cette envie de connaître d'où vient son produit, comment il est fait, etc., etc. Donc ça, on le constate. On constate également, nous, des installations de plus en plus en circuit court, parce que le jeune a envie d'aller jusqu'au bout du produit fini et jusqu'au consommateur, pas juste envie de produire quelque chose. Et le confinement, oui, a entraîné encore plus cette demande du consommateur. Néanmoins, il faut quand même le prendre avec des pincettes, parce qu'on a constaté que pendant le premier confinement, les gens avaient beaucoup de temps. Et donc, ils pouvaient se permettre d'aller faire des courses à plusieurs endroits, d'aller en drive chercher leurs fruits et légumes quelque part, de se faire livrer leur viande par le biais d'un éleveur en circuit court, etc. Donc là-dessus, on a eu un boom au niveau, en tout cas, des jeunes agriculteurs, mais je pense des agriculteurs en général, un boom des commandes en circuit court, etc. Par contre, dès la fin du confinement, les gens sont retournés dans leurs habitudes quand même de je travaille, donc il faut que le soir je fasse mes courses au même endroit. C'est resté un petit peu, mais enfin on constate quand même ce retour au supermarché, ou en tout cas de plus se servir à différents endroits. Les paniers et les personnes qui ont réussi à se mettre, à se regrouper pour pouvoir proposer justement un choix, pas forcément que leurs fruits et légumes ou que leur fromage, etc. Donc ceux qui ont réussi à se mettre ensemble pour proposer quelque chose, là, ça continue de marcher. Aujourd'hui, pendant le deuxième confinement, on a remis en place des drives fermiers, etc. Les gens sont dans autre chose. Préparer les fêtes de Noël, préparer les cadeaux, etc. Donc ils ont un peu moins cette envie de passer leurs commandes à différents endroits, ou en tout cas d'aller chercher leurs commandes de fruits et légumes en direct producteur. Donc vous diriez qu'ils ont laissé de côté momentanément leurs habitudes. Voilà, c'est ça. Pour autant, je pense que quand même c'est ancré dans la tête du consommateur que consommer des produits locaux en circuit court, qui savent d'où ça vient, qui peuvent éventuellement discuter avec le producteur, ça
ça reste dans la tête, je pense, en tout cas pour une bonne partie des consommateurs. Pas tous, bien évidemment. Il y a ceux qui n'ont pas le choix, il y a ceux qui s'y intéressent même pas, hein, parce qu'il y en a qui mangent et ça reste un produit d'achat, un produit de consommation comme un autre. Ils n'ont pas forcément l'envie de savoir d'où ça vient, etc. Alors, on va forcément revenir avec vous, Claude Maruenda, tout à l'heure sur les consommateurs et leur regard sur l'alimentation, mais je voudrais poursuivre avec vous, Camille Banton, parce que le nouveau rapport à l'alimentation, vous l'avez dit, on veut de plus en plus savoir ce que nous avons dans l'assiette et d'où provient le produit. Donc d'abord, ça oblige quand même les agriculteurs, les producteurs, eux-mêmes, j'imagine, à penser différemment le produit. Est-ce que ça, c'est une vraie évolution? Est-ce qu'il y a une prise de conscience également du producteur, de l'agriculteur, de se dire, si le consommateur a cette envie, cette prise de conscience, ça m'oblige également? Ou ça existait évidemment? Oui, alors ça existait déjà. Le producteur, généralement, il est fier de ses produits. Hein, bien sûr. Tout dépend, bien sûr, ce qu'il produit, mais en général, et je vous le dis, aujourd'hui, les jeunes ont envie d'aller jusqu'au bout du produit fini, de pouvoir le proposer aux consommateurs en direct, de pouvoir, voilà, je prends l'exemple du vin, mais c'est vrai que de travailler à la vigne, de ramasser du raisin, mais aussi derrière d'aller jusqu'à la production du vin, jusqu'à la mise en bouteille et jusqu'à la commercialisation, ça c'est quelque chose que l'on voit de plus en plus. Enfin, moi-même, par exemple, j'ai fait des études justement d'œnologie pour pouvoir vraiment créer un produit qui me ressemble et derrière de pouvoir aller le commercialiser, parce que j'ai aussi fait un master commerce des vins. Et c'est vrai que là-dessus, on le voit de plus en plus, les jeunes n'ont pas juste envie de travailler la terre, mais vraiment de pouvoir proposer un produit et d'aller le mettre en valeur, que ce soit sur des marchés, que ce soit en vente directe. Aujourd'hui, il y a plusieurs outils, il y a les réseaux sociaux bien sûr, mais voilà, il y a beaucoup d'outils comme ça. On le voit aussi parce qu'il y a la demande du consommateur, donc forcément nous on est obligé de communiquer aussi sur ce que l'on fait, parce qu'il y a la demande du consommateur, mais il y a aussi, on le voit souvent dans les débats, hein, les journalistes qui mettent en avant ce qui se passe mal, on va dire, dans les exploitations, que ce soit dans les exploitations animales, dans les élevages, que ce soit sur le sujet du glyphosate, qui est voilà, actuellement très en vogue, etc. Donc le producteur, lui, a envie de montrer que ce qu'il fait, généralement, il le fait en son âme et conscience. Généralement, en tout cas, les jeunes, on est tous parents ou futurs parents. Voilà, on sait très bien que nos enfants vont manger ce qu'on est en train de produire. Donc forcément, on a envie de produire quelque chose de sain, de produire quelque chose de bon. Et voilà. Et on prône surtout, on est surtout là pour bien communiquer sur ce qu'on fait et communiquer sur manger local, manger français. Parce que c'est vrai que rien que ça déjà, c'est un bon début. C'est-à-dire de savoir d'où ça vient. Ça, c'est important. Parce que la plupart des gens achètent, voilà, ils vont acheter des fruits et légumes peut-être au supermarché, emballés, sans forcément regarder la provenance. Acheter du bio, c'est bien, mais il faut savoir d'où ça vient. Parce que si c'est produit de l'autre côté de la planète, les normes bio ne sont pas les mêmes qu'ici. Donc voilà. Claude Soubeyran, on avait Claude Maruenda, pardon, on avait évoqué avec de nombreux organismes ces dernières semaines une étude réalisée par un institut de sondage sur cette envie des Français à la fois de consommer local, de pouvoir payer un peu plus cher un produit parce qu'ils savaient d'où il venait, parce qu'il était bon et parce qu'il était français. Est-ce que ça, c'est une vraie révolution chez les Français ? Oui, et sans passer la pommade à l'essence du poil, c'est grâce à l'éducation du public par les médias. Il y a eu de grosses communications de fait là-dessus. Mais c'est un fait logique, hein, parce que plus le produit est élevé et cultivé à proximité de son lieu de consommation, forcément, meilleur est le produit, parce qu'il n'a pas connu de grosses transformations, une logistique importante, des stockages en mûrisserie, etc. Donc oui, bien sûr, c'est une valeur ajoutée. Oui. Valeur ajoutée qui vient s'ajouter à une démarche nouvelle. Alors qui vient s'ajouter à une démarche nouvelle, effectivement, et pour lequel le consommateur est prêt à payer même un petit peu plus pour avoir un produit de qualité. Mais surtout, ça va, à mon sens, en adéquation. Je laisserai M. Guilbert parler sur le sujet, bien que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, va aussi dans l'éducation qui est faite sur la gestion des produits alimentaires, le gaspillage et ce qui était qualifié autrefois de déchets, qui sont devenus en réalité des
des matières premières, des déchets propres. Je pense aux fans de radis, je pense aux trucs comme ça. On va y revenir sur le gaspillage, puisque ça fera partie des sujets que nous traiterons pendant la conférence. Mais sur les circuits courts, en revanche, vous avez observé que l'appareil, le consommateur, a évolué dans ses pratiques. Le consommateur a véritablement évolué. Il n'y a qu'à voir, les populations, les jours de marché. Les marchés n'ont jamais été n'ont jamais autant attiré de consommateurs que depuis quelque temps. Oui, bien sûr. Oui, c'est évident. Et d'ailleurs, même les étals, même les marchés, les paysans qui sont là, se targuent d'avoir fabriqué, cultivé le produit, l'avoir élevé, etc. Oui, bien sûr. Alors, on va peut-être retrouver Carole Soubeyran qui est avec nous. Est-ce que vous êtes avec nous, Carole Soubeyran ? Oui, vous m'entendez ? Ah, je rappelais, oui, ça y est, on vous entend très bien, voilà, et on voit parfaitement bien. J'étais en train de vous faire intervenir puisque pour démarrer cette table ronde sur les nouveaux rapports à l'alimentation, il m'intéressait de savoir si vous-même vous aviez remarqué, observé ces dernières années comment se traduisait finalement le nouveau rapport des Français à l'alimentation, circuit court bien sûr, définition des produits, origine des produits, en tant que restaurateur. C'est évidemment primordial, mais vous qui accueillez ou qui allez, j'espère à nouveau accueillir des clients dans vos restaurants, c'est les questions que vous posent les consommateurs. Oui, alors nous sommes en relation avec des consommateurs tous les jours et on a un gros travail qui est fait en amont dont je vous parlerai après si vous voulez bien par rapport aux producteurs avec qui nous travaillons, par rapport à la saisonnalité, parce qu'on a une démarche assez pointue depuis 10 ans. Et après, nous nous retrouvons face aux clients. Nous devons les éduquer et leur expliquer tout le travail qui est fait en amont, mais surtout celui des producteurs. Voilà, des producteurs avec qui nous travaillons. Donc notre clientèle nous fait confiance et petit à petit nous écoute quotidiennement sur ce travail-là, parce qu'avant tout il faut respecter le travail des autres qui a été fait en amont. Nous cuisiniers, nous sommes juste des passeurs entre les clients et les producteurs. Voilà. Donc nous avons une carte qui change quasiment quotidiennement et donc tous les jours nous expliquons à nos clients d'où viennent nos produits, pourquoi nous avons ce produit-là aujourd'hui et nous ne l'aurons pas demain, parce que par exemple la pêche, il peut y avoir des jours où il y a du vent et un poisson qu'on aura un jour, nous ne l'aurons pas le lendemain. Il en est de même pour les légumes, il en est de même pour la viande, parce que quand on élève des volailles, elles sont prêtes à un certain moment et pas à un autre. Donc notre carte est quotidiennement renouvelée, suit vraiment le fil des saisons, et la production des personnes avec qui nous travaillons. Les consommateurs comprennent vraiment notre démarche. Il y a un réel rôle éducatif parce que alimenter les gens quand ils viennent au restaurant, il y a une partie de plaisir, mais l'alimentation c'est aussi la santé. Donc il faut vraiment savoir ce qu'on leur met dans l'assiette. On peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Il y a de plus en plus de gens allergiques, donc quand on fait soi-même, quand on connaît les productions, on peut composer et faire plaisir à ces gens-là aussi, les satisfaire. Voilà. Donc c'est tout ce que nous pouvons faire au restaurant. Et ce rôle éducatif, je pense, devrait être fait plus dans les écoles, parce que les apprentis que nous recevons, on se doit de leur faire voir tout ce travail des producteurs. C'est mieux comprendre pour mieux faire après. Et même dans les petites écoles, on devrait éduquer cela aux enfants parce que c'est vraiment un problème de santé aussi, l'alimentation, et c'est très important. En tout cas, vous évoquez une démarche vertueuse finalement entre le producteur, le consommateur et vous-même ici comme restauratrice. Oui, nous on a une ligne qui est la saisonnalité. Donc on travaille au fil des saisons et à partir de là, on a avec des producteurs un partenariat même parce que ce sont devenus à l'heure actuelle des amis. Donc bien sûr, tous les gens avec qui on travaille, ça reste local. Il y a une relation de confiance qui est entière et que ce soit pour la pêche, notre pêche vient du Gros du Roi, que ce soit pour l'élevage de viande, on a quelqu'un qui sélectionne les viandes, qui travaille directement avec les éleveurs, qui les paye au prix juste. Donc nous, il y a une répercussion forcément dans l'assiette. Mais les gens doivent le comprendre. Après, on n'est pas obligé de manger tous les jours du filet de bœuf, par exemple. Le filet de bœuf, c'est une partie qui est petite, qui coûte cher. Mais il y a d'autres morceaux, en étant fille de boucher charcutier, d'autres morceaux qui sont d'autant plus et qu'on peut travailler. Ça demande un petit peu plus de travail, mais la satisfaction est plus importante au final.
Il y a aussi Bernard Poujol, avec qui on travaille depuis, je pense, le début du restaurant, qui a quand même une démarche. Et puis quelqu'un qu'on a rencontré dans un maraîcher, Martial Van Boeren, qui est sur Lunel. Le territoire de Lunel, il y a beaucoup de producteurs autour, il y a beaucoup de belles choses. Et lui, ça fait plus de 30 ans qu'il travaille dans le bio, donc il est pas du tout il a fait tout ça bien avant. Il a travaillé avec des chercheurs sur Cuba. Il a pris sa retraite récemment, il a planté des blés, donc on a la chance à Lunel d'avoir des farines locales. Et puis on a tout ce travail aussi, on travaille avec lui, nous fabriquons notre pain, notre levain. Donc un pain au levain, c'est quelque chose qui va durer un petit peu plus, parce qu'il y a toute la notion aussi de gaspillage qui est importante dans la restauration. Voilà. Oui, c'est un sujet qu'on évoquera tout à l'heure. Alors, on voit bien, il y a plusieurs sujets. Je voudrais vous faire intervenir, Stéphane Guilbert, sur cette question, professeur en sciences de l'aliment à Montpellier, Supagro. Est-ce que, aujourd'hui, on évoque les produits qui sont dans nos assiettes, les produits que voudraient les consommateurs. Est-ce qu'on peut imaginer que il y a la question du coût, on en a parlé. Est-ce que les produits d'aujourd'hui seront ceux de demain? Est-ce qu'il faut forcément continuer à consommer les mêmes produits dans cette chaîne alimentaire et dans les questions que l'on se pose sur nos nouveaux rapports à l'alimentation? Merci. Moi, je commencerai par rappeler quelque chose qui est relativement inquiétant. C'est que si on voulait ne pas compromettre l'accès à l'alimentation et la nutrition des générations futures, c'est-à-dire être dans un système alimentaire durable, eh bien, il faudra changer effectivement très fortement notre rapport à l'alimentation, notre régime alimentaire, la façon de produire nos aliments, réduire la valeur qu'on accorde à nos aliments et en particulier réduire les pertes et gaspillages. Actuellement, si on voulait être dans un système alimentaire durable, on ne pourrait nourrir que la moitié de la population mondiale, 3 à 4 milliards d'hommes. C'est une publication récente dans le journal Nature. Ça veut dire que si on regarde à l'heure actuelle quel est l'impact de notre système alimentaire sur notre environnement, c'est la première cause de dégradation de notre environnement. C'est 30 à 35% des gaz à effet de serre. C'est 60% de la perte de la biodiversité, c'est 30% de la dégradation des sols, c'est 80% de la déforestation, c'est 75% de l'utilisation de l'eau douce, c'est 85% des pertes d'azote et de phosphate qui finissent dans la mer et entraînent une perte de biodiversité marine. C'est 40% des plastiques micro, nano, macro, parce que l'agriculture, y compris l'agriculture bio, utilise énormément de plastique. La logistique utilise énormément de plastique. Évidemment, l'emballage alimentaire utilise énormément de plastique. C'est 20 à 30% de la pollution de l'atmosphère, les particules fines, ultra-fines, etc. C'est 60 à 80% des polluants émergents, les polluants organiques persistants, les perturbateurs endocriniens, les nanoparticules, les métaux lourds, etc., etc. C'est 20 à 40% de la consommation totale des combustibles fossiles. Donc, vous voyez que l'impact de notre système alimentaire, c'est la première activité humaine impactant notre environnement, à la fois en consommation de ressources ou en émission de polluants, en particulier de gaz à effet de serre. Alors, pour, entre guillemets, faire évoluer les choses de manière plus vertueuse, comme vous disiez tout à l'heure, il y a plusieurs leviers. Le premier levier, c'est un levier au niveau justement de ce que nous mangeons, notre régime alimentaire. Et là, il y a des travaux très intéressants qui montrent qu'évidemment, il faut manger moins d'aliments considérés comme non sains, de viande rouge, de sucre, et plus que doubler notre consommation d'aliments sains, comme les noix, les fruits, les légumes, les légumineuses. Et c'est ce que font beaucoup de chefs, entre guillemets, qui sont en pointe sur ces questions de nouveaux aliments, en particulier nouveaux modes de consommation de légumineuses, de légumes, de fruits, de noix, etc., etc. Et une autre évolution très importante dans les régimes qui a des effets sur la réduction de l'impact environnemental de notre système alimentaire, c'est d'avoir des régimes alimentaires, certes à base de plantes, mais aussi d'animaux du bas de la chaîne alimentaire. Des petits poissons pélagiques,
des crustacés, des mollusques, des bivalves, des insectes, des grenouilles, etc., qui offrent beaucoup plus de souplesse et permettent une consommation de produits animaux avec de gros avantages environnementaux. Et c'est dans nos habitudes alimentaires. Chacun, en France, on consomme avant beaucoup de grenouilles. Les Anglais nous appelaient les froggies. On a perdu, et c'est très dommage, elles sont très sur le plan environnemental. Je m'arrête là, bien sûr, sur ces questions de durabilité des systèmes alimentaires et de rapport à l'alimentation. Peut-être une réaction de votre part, Carole Soubeyran, puis Claude Marouenda et Camille Banton, sur ce que vient de dire Stéphane Guilbert, sur cette nouvelle, finalement, alimentation sur laquelle peut-être il faudrait se pencher. Carole. Oui, ben, je pense il est sûr que le végétal doit prendre beaucoup plus de place dans nos assiettes et de minimiser l'apport de viande, ben, pourquoi pas comme au Japon où la viande devient un condiment, et également favoriser, ben, comme vous le disiez, tous ces petits poissons, toutes ces petites choses qui se sont perdues, parce que ça fait partie aussi de notre patrimoine, les cuisses de grenouille et tout ça. Voilà, je pense que c'est une bonne direction à avoir. De votre côté, Claude Marouenda, peut-être des réactions à ce que disait Stéphane Guilbert. Oui, mes réactions sont extrêmement positives. Stéphane Guilbert a fait une excellente démonstration de l'impact de la production alimentaire sur notre environnement et en termes de santé publique, avec des chiffres associés. Donc c'est difficile de commenter une telle présentation. Voilà. Si ce n'est que de dire que je suis complètement en phase avec Stéphane Guilbert. Camille Banton. Oui, sur la réaction, je suis aussi favorable. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut en tout cas que le consommateur prenne conscience qu'il faut peut-être manger moins, mais manger mieux. C'est-à-dire, en effet, manger peut-être moins souvent de la viande, mais de manger de la viande qu'on sait d'où elle vient, de la viande locale, de la bonne viande, voilà, d'un élevage en tout cas qu'on connaît. Et voilà, parce que c'est vrai que de manger de l'agneau de Nouvelle-Zélande ou du poulet qui a été élevé on ne sait pas trop où, c'est pas forcément quelque chose qu'il va falloir continuer à faire, quoi. Voilà. Après, peut-être rebondir juste sur ce qui a été dit par Carole Soubeyran juste avant, c'est le mot éduquer. Moi, j'ai retenu ce mot éduquer. C'est vrai que l'éducation, si on veut en tout cas changer de pratique alimentaire ou en tout cas d'habitude de consommation, il va falloir passer par ce côté éducation. Nous, on constate, donc les jeunes agriculteurs, on intervient dans des écoles, que ça soit de la maternelle jusqu'à, bon, après plus tard, le collège et le lycée, mais on constate souvent que les enfants ne connaissent rien du tout à l'alimentation, c'est-à-dire qu'on va leur montrer une courgette, une aubergine, ils ne savent pas ce que c'est. On constate souvent aussi que des gens veulent manger des tomates toute l'année. Bon, non, il n'y a pas de tomates au mois de décembre, enfin en tout cas pas ici, donc même sous serre dans le sud de la France, j'en connais pas beaucoup, donc ça veut dire que voilà, on mange quelque chose qui n'est pas produit ici, et donc on parlait tout à l'heure de saisonnalité, c'est vrai que ça c'est pas du tout de saisonnalité. Et je pense que si on veut changer d'habitude alimentaire, il va falloir passer par ce côté éducation et éduquer le consommateur, et ça doit passer par le plus jeune âge. Dans une vraie contradiction avec notre société d'hyperconsommation, parce que quand vous dites on mange moins de viande et mieux, c'est quand même, ce n'est pas la culture française où on a inculqué à beaucoup qu'il fallait manger de la viande toute la semaine quand même. Oui, enfin là, on se rend compte quand même. Peut-être. On se rend compte quand même avec le changement de régime alimentaire, parce qu'il y a en effet des gens qui sont allergiques, des gens qui sont végétariens, etc. Donc on se rend compte quand même qu'il y a des gens qui ne mangent pas de la viande tous les jours. Après, s'ils vont tous les jours dans un fast-food et ils mangent de la viande, mais est-ce que c'est vraiment de la viande? Enfin, ça c'est tout un autre débat. Les steaks végétaux, etc. Bon, moi, j'y crois pas trop. Mais en tout cas, changer sa façon de manger, peut-être manger moins de viande, en tout cas pas tous les jours ou pas tous les repas, ça c'est une réalité. Je pense que même les médecins, au niveau de la santé, tout le monde en parle. Après, par exemple, sur le fait de manger des grenouilles, moi je suis pas contre, mais je suis pas sûre que les enfants, si on leur en propose à la cantine, ils vont vouloir le faire. Donc je reviens sur le côté éducation qui va être primordial si on veut changer ses habitudes alimentaires. Parce que je pense que le consommateur a bien conscience qu'il va aller vers des produits plus locaux, des produits meilleurs, mettre le prix en effet peut-être. Mais il y en a aussi qui n'ont pas forcément les parents derrière pour les suivre là-dedans, donc ils vont manger peut-être
qui trouveront, en tout cas, continuer à manger des pâtes et des steaks hachés congelés. Oui, Claude Marouenda. Je pense que la première chose, c'est que le monde de l'agriculture et sa transformation puisse faire face au lobbying industriel sur l'alimentation. On voit ce qui s'est passé ces dernières années avec les produits industriels et les désastres en termes d'effets secondaires que ça pose sur le plan de la santé. Je pense au diabète, je pense à des problèmes cardiovasculaires, etc. Je pense à des problématiques digestives du fait de la forte consommation de viande. Donc voilà, je pense que ce sont des paramètres à prendre en compte. Hein, le lobbying qui a été fait, ce sont des paramètres à prendre en compte. Vous êtes, Et, pardon, comme le disait très bien Monsieur Guilbert, qui globalise, ça c'est tout à fait intéressant ce qu'il a dit, qui globalise effectivement peut être sur un microcosme de consommation de produits, de saison, etc., etc. N'empêche qu'il y a une autre partie de la population qu'il va falloir nourrir, donc il faut bien trouver des solutions. Et là, les solutions, elles risquent d'être industrielles, mais on n'est pas obligé de faire du produit industriel avec tous les produits avec lesquels on supplémente l'alimentation et qui posent des problèmes qu'on connaît maintenant. L'agriculture face au lobby. Peut-être falloir changer notre rapport par rapport à ça. Oui, oui, bien sûr. Alors après, c'était un peu le sujet de la table ronde de ce matin, si je ne me trompe pas. Ouais. J'ai écouté d'une oreille et c'est vrai que je reviens sur ce qu'a dit Samuel Mas, mais il ne faut quand même pas qu'on oublie le côté agriculture familiale. C'est-à-dire que nous, on tient quand même à ce que ce soit des agriculteurs qui produisent l'alimentation de demain. Bien sûr. Parce que de toute façon, l'agriculture est importante dans de nombreux domaines, que ce soit le côté paysager, le côté aussi rapport à l'alimentation, justement, parce que si c'est produit on ne sait où, je pense que on n'aura même plus le plaisir de manger. C'est-à-dire que là, on a quand même le plaisir de savoir. On voit bien que quand on ouvre nos exploitations, on a des familles qui viennent, que ce soit voilà, avec les enfants, pour les enfants, mais aussi les parents qui ont envie de savoir comment ça se passe, comment le produit, comment le produit est mis en place, arrive en tout cas, comment on fait pousser. C'est très important ça quand même de savoir comment ça pousse. Enfin, je sais pas, moi je sais que depuis que je suis petite, je suis dedans, alors c'est différent, mais enfin, c'est quand même important pour les enfants de savoir qu'une salade, elle a été plantée comme ci, comme ça, que la tomate, ça va pousser. Et justement, de leur apprendre que les tomates, il y en aura qu'en été, parce que justement, il faut de la chaleur, il faut, Je pense que c'est plus encore ce côté éducation qu'il faut relever, quoi. Éducation. Parce que les lobbies, oui, on en aura peut-être, je sais pas, on en aura peut-être besoin pour nourrir les gens qui sont vraiment dans la famine. Mais les gens qui auront envie de savoir ce qu'ils mangent, ça sera quand même plus quelque chose de local et donc de familial, parce qu'on passe forcément par le côté familial. Voilà. Mais savoir ce que l'on mange, vous mettez le doigt sur un autre sujet. On est en train de parler d'un sujet qui est soit franco-français, soit européen, soit de pays développés, mais on a tout un tas de pays qui ne se posent pas les mêmes questions sur la manière dont ils consomment. Et malgré tout, quand on évoque, dans le cadre de ces journées initiatives vertes, les rapports nouveaux à l'alimentation, ne nous regardons pas nous, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est nuancé au plan international quand même, et mondial. Oui, oui, exactement. De toute façon, en effet, c'est pas la même agriculture aux États-Unis ou en tout cas en Amérique, et ce sera peut-être pas non plus les mêmes problématiques en Inde ou en tout cas dans les pays asiatiques. Alors ce que je retiens, c'est l'éducation, la responsabilité. C'est un sujet que je voudrais évoquer avec vous, Anne-Eugénie Gaspard, parce que la responsabilité sociétale, l'éducation, je dirais, c'est une de vos missions principales à l'AFNOR. Voilà, tout à fait. En fait, pourquoi on a travaillé avec le secteur agroalimentaire sur ces sujets-là, et je préciserai un peu mieux le sujet, c'est que le rôle de la normalisation volontaire, c'est d'élaborer des référentiels, ce sont des standards qui vont être ensuite développés dans les relations commerciales, notamment ou partenariales. Et donc, en fait, ces standards sont élaborés avec l'ensemble des acteurs qui sont concernés par le sujet. Et donc, au début des années 2000, on travaillait déjà sur la question de la sécurité des denrées alimentaires et sur d'autres nombreux sujets avec le secteur agroalimentaire, mais de plus en plus, les parties prenantes, les clients,
notamment des coopératives agroalimentaires avec qui nous étions en relation. Moi, j'étais plutôt sur la région sud-ouest, et donc il y avait aussi, je suis sur Bordeaux, mais il y avait aussi des acteurs de l'ex-région Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Et donc, en fait, c'est une pression qui était de plus en plus forte dans les cahiers des charges de la distribution, qui représente encore aujourd'hui 65% de la distribution et de la vente des produits alimentaires en France. Également les médias qui tapaient régulièrement sur le manque de responsabilité et des producteurs agricoles et les risques sur la santé et l'impact environnemental, voilà, de tout ce qui était production alimentaire. Monsieur Gilbert a rappelé des chiffres internationaux. On est tous interconnectés aujourd'hui, donc on est bien sur de la consommation locale avec des productions locales, mais dans un contexte aussi qui est mondialisé. Voilà. Et donc l'intérêt de la normalisation, c'est à un moment donné de se dire ensemble, ça a été de dire définissons ce qu'est cette responsabilité sociétale des acteurs de la chaîne agroalimentaire, donc de la fourchette, de la fourche à la fourchette, comme disent voilà certains. Et donc on s'est mis autour de la table et on a été les premiers en France à publier un référentiel qui définit cette responsabilité sociétale. On a beaucoup parlé là d'impact sur l'environnement, on a parlé de la question de la santé, de la question de la proximité, et c'est vrai que c'est quelque chose qui se développe beaucoup. Et dans la responsabilité sociétale, on retrouve ces sujets. On va retrouver la question de la transparence et de l'éducation, effectivement, aussi des consommateurs, les impacts environnementaux, mais aussi tout ce qui concerne les droits humains. Parce qu'il va y avoir les conditions de travail aussi dans lesquelles ceux qui produisent nos aliments, quelle soit l'agriculture, mais aussi l'agroalimentaire, aussi qui viennent de loin, comment ont-ils été produits, voilà, quel type de transformation, quels sont les additifs, plein de questions qui se posent comme ça. Il y a eu quelques scandales, hein, je pense à la viande de cheval, enfin la viande de bœuf qui n'en était pas, voilà, dans les produits transformés. Et donc la responsabilité sociétale, il y a une initiative française avec un document et grâce à la France et à l'échelle internationale a été publié en début d'année un référentiel qui s'appelle ISO 26030 qui donne donc des lignes directrices pour se poser la question de c'est quoi ma responsabilité si je suis un agriculteur, si je suis un commerçant, si je suis un transformateur, voilà, quels sont les impacts que je vais avoir sur l'environnement, sur les droits humains, sur la bonne pratique. On parle d'éthique aussi. Oui. On demande parfois à des petites PME agroalimentaires d'avoir des chartes éthiques, mais de quoi parle-t-on, voilà. Et comment est-ce que aussi ces pratiques-là sont exemplaires, répondent bien aux attentes de ce qu'on appelle les parties prenantes, des consommateurs, des clients, et comment la communication que l'on fait sur les impacts que l'on a est crédible. Et il y a derrière cette question des labels qui crée beaucoup de débats aujourd'hui. Il y a le label bio qui est connu, il y a quelques labels aussi qui sont portés sur les produits alimentaires, mais souvent on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière en termes d'exigence en fait, hein, derrière ces labellisations. Et donc l'intérêt de la normalisation, c'est que les référentiels sont élaborés collectivement, peuvent donner lieu après des signes de reconnaissance et on sait de quoi on parle et on est en capacité après d'avoir des exigences vis-à-vis de ses producteurs, fournisseurs, commerçants. Ce que vous êtes en train finalement de nous dire, c'est que chaque élément de la chaîne doit être responsable et a des liens les uns avec les autres, forcément. Et on ne peut pas transformer le modèle de façon isolée. On est obligé de le faire avec ce qu'on appelle dans la responsabilité sociétale les parties prenantes. Je n'ai pas parlé des pouvoirs publics qui aujourd'hui accompagnent ces initiatives citoyennes et accompagnent aussi ce mouvement de transformation qui est attendu. Et voilà, on parle de sphère d'influence, bon c'est des termes hein, après que l'on partage, mais c'est vraiment une responsabilité de toute la chaîne. Et on parlait tout à l'heure de l'international, mais nos comportements, nos modes de production chez nous dans nos pays développés ont des impacts dans les pays en développement. Et donc, il y a des solidarités qui s'exercent, mais on est sur de la transformation de pratiques. Et l'intérêt, on est aussi sur des valeurs aujourd'hui. Il y a du partage de sens aussi qui sont autour de cette évolution de comportement. Et bon, la normalisation, en fait, elle accompagne au travers de référentiels qu'on élabore ensemble, les transformations de la société, et notamment dans l'alimentation. Et il est important de rappeler, vous l'avez fait, mais également Camille Banton, c'est
qu'il y a eu quelques scandales, mais que de manière générale, je dirais proche de 100%, proche de 95%, l'ensemble des producteurs, l'ensemble de la chaîne respecte, je dirais, ces valeurs dont vous parlez, pour que, au bout du compte, le consommateur soit satisfait des produits qui lui sont servis. Alors, il y a la satisfaction, sécurité du produit. Après, la question du goût, voilà, elle est personnelle. Par contre, la connaissance de l'impact environnemental ou de l'impact social, c'est pas connu en fait. Oui. Monsieur Gilbert tout à l'heure a donné des informations sur le plan environnemental. Quand vous entendez les chiffres, ça vous questionne, voilà. Et donc, quand vous êtes un consommateur, comment est-ce que vous pouvez agir positivement pour éviter ces impacts-là? Et toute la question, elle est là. Donc, on est vraiment sur la question de l'éducation et à l'échelle de chacun des acteurs et comment chacun des acteurs transforme ses pratiques et le fait savoir. Et c'est en le faisant savoir, moi je le vois avec les entreprises avec lesquelles je travaille, qui en relation avec la grande distribution, parce que beaucoup, c'est leur circuit de vente, mettent en valeur. Alors, on a un petit problème technique que l'on va solutionner évidemment. Peut-être Stéphane Gilbert, vous pourriez réagir aux propos d'Anne-Eugénie Gaspard sur sa présentation et sur cette question de responsabilité, parce que la chaîne, elle doit être respectée. Oui, alors en fait, je vais même élargir un petit peu parce que ce qu'elle dit est très très important. Et la confiance est à la base des échanges au sein du système alimentaire et à la base aussi de l'évolution des pratiques. Donc cette notion de confiance qui passe en particulier par les normes, mais pas exclusivement, est extrêmement importante. Tout à l'heure, je disais pour évoluer vers un système alimentaire plus durable, il y a d'abord l'évolution du régime alimentaire, mais le deuxième levier, c'est les pratiques pas simplement agricoles, mais les pratiques aussi au niveau de la transformation de la pratique. Et dans ces pratiques, le grand enjeu actuellement, c'est de se rapprocher de systèmes naturels, de mettre en avant ce qu'on appelle la bio-inspiration, considérant que les bioressources, les ressources naturelles sont renouvelables et que les déchets n'existent pas dans la nature, ils sont réintégrés dans le cycle. Les feuilles des arbres qui tombent à l'automne sont réintégrées, servent d'amendement au sol, etc., etc. Elles sont réintégrées dans la nature. Donc l'idée, c'est d'avoir ce qu'on qualifie de bioéconomie qui est circulaire, qui est même positive, c'est-à-dire éventuellement capable d'absorber des émissions de CO2, d'autres activités humaines, etc. Et pour ça, on se base sur la ressource que constituent tous les coproduits, les biodéchets, etc. Et cette ressource de biodéchets, elle se situe à peu près au niveau du quart de la consommation européenne de pétrole. Ça veut dire qu'on pourrait quelque part éviter de consommer, on pourrait diminuer notre consommation de pétrole d'un quart si on était capable d'utiliser correctement les résidus agricoles, les coproduits de notre système agricole, mais aussi bien sûr tous les déchets verts urbains, tous les biodéchets de notre consommation alimentaire, et aussi tous les déchets de l'industrie, du bois, du papier, machin, etc. Là, l'idée à ce moment-là, c'est d'être dans un système où on a une production alimentaire. Ensuite, on collecte correctement tout ce qui est coproduit, etc. On transporte, si possible, sur de très très faibles distances. Et on met en œuvre ce qu'on appelle une bioraffinerie environnementale, c'est-à-dire qu'on essaye d'exploiter au mieux ces déchets, par exemple au début en cultivant des insectes dessus, puis ce qui reste, on va tirer des molécules à forte valeur ajoutée, on va cultiver peut-être des micro-organismes qui vont fabriquer des matériaux qui vont remplacer le plastique, etc., etc. Et à la fin, on fait de la méthanisation, de la digestion anaérobie, et on produit de l'énergie. Donc, avec une hiérarchie des valeurs, comme ça, on extrait en cascade, ça s'appelle une bioraffinerie en cascade, peu à peu,
tout et de manière la plus rationnelle possible, tout ce qui peut, on valorise les biodéchets. Et à la fin, il reste un digestat qui sert de compost pour l'amendement des cultures et on boucle, entre guillemets, la boucle. Alors, cette bioéconomie circulaire, c'est ce que c'est ce qu'on fait en permaculture, c'est ce qu'on fait en agroécologie, c'est ce qu'on fait dans toutes ces nouvelles pratiques, mais ça s'étend y compris à la fabrication des aliments. Et là, le véritable enjeu, et je reviens à ce qui vient d'être dit sur la confiance, c'est que si on boucle ces cycles, on risque aussi de concentrer tous les polluants que notre activité industrielle, économique produit et qui, eux, ne rentrent pas dans ces boucles. Et par rapport à ça, il est indispensable de mettre en place justement des normes qui permettront de valider et de donner confiance aux consommateurs que si, excusez-moi l'expression, on recycle de la merde pour faire de bons produits, il faut absolument garantir qu'on sait gérer les éventuels polluants qu'il y aura dans nos matières premières pour faire des aliments de qualité. L'enjeu est considérable parce que sinon le consommateur voudra toujours, entre guillemets, des produits issus de systèmes où tout est vierge, tout est neuf, etc. Et c'est l'inverse de ce qu'il faut faire, puisqu'il faut être capable, au contraire, de recycler et de réutiliser nos déchets et de les remettre dans la boucle. Donc là, l'importance de la confiance et des normes qui permettent d'assurer cette confiance est effectivement fondamentale. Claude Marouenda, sur ce sujet que vous avez particulièrement travaillé. Alors, il y a plusieurs choses. Moi, je pense qu'un des points toxiques des problématiques alimentaires, ce sont les traders. Ce sont des gens qui jouent avec des quantités phénoménales de produits alimentaires et qui essaient d'optimiser le rendement. On l'a vu avec le problème du prion et de la vache folle. Des gens qui pourtant sont normalement cortiqués ont fait manger des produits d'origine animale à des ruminants. On a vu ce que ça a donné. On aurait dû en tirer des leçons. Je ne suis pas sûr qu'on l'ait fait. Deuxième point, ce sont les traders. Et là, on a vu le problème de ce qu'ils appelaient du minerai, c'est-à-dire le respect qu'ils ont pour l'alimentation, en mettant de la viande de cheval combinée à de la viande de bœuf pour des raisons de traçabilité. C'est une tromperie. Donc je pense que ce système de traders, il faut trouver une solution pour y mettre un terme. Alors certains groupes de paysans ont trouvé des solutions en créant des stockages massifs, ils déstockent eux-mêmes, il n'y a pas de travail financier sur les stocks, il n'y a pas de... Bon, ça c'est intéressant, mais les traders sont un problème dans l'industrie agroalimentaire. Il faut rentabiliser à tout prix. Donc à la place de la fraise fraîche, on va mettre de l'arôme de fraise. À la place de la viande, on va mettre l'arôme de viande. La truffe, c'est vrai pour tout. On rentabilise au maximum. Et le résultat, on le voit. On le voit. J'ajoute très simplement que Madame tout à l'heure parlait de l'AFNOR. Je suis au comité expert de l'AFNOR qui a travaillé sur le référentiel de contrôle dans le cadre du programme national Alim Confiance. Donc ce que disait Madame à l'AFNOR, bien entendu, j'en ai tout à fait conscience. Voilà. Camille Banton. Oui, sur ce sujet-là, peut-être juste insister sur le côté traçabilité et étiquetage. Je pense que pour nous, en tout cas les agriculteurs, c'est très très important. Pour nous, c'est de la tromperie du consommateur, si jamais c'est pas respecté. Et c'est vrai que forcément, plus il va y avoir d'intervenants et plus on va rentrer dans l'industrie alimentaire, etc., plus il va y avoir de choses à dire, on va dire, et un étiquetage plus important. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a une prise de conscience là-dessus, parce qu'on se rend compte que les gens lisent plus les étiquettes quand même, qu'il y a beaucoup de, comment on appelle ça, de façon en tout cas d'être sûr de ce qu'il y a dans son produit. De savoir si c'est bon ou pas. C'est vrai que les gens ils utilisent maintenant des applications voilà, qui disent si le produit est bon ou pas. Je pense que donc là-dessus il y a une prise de conscience, mais on constate quand même il y a toujours des erreurs. C'est vrai que nous dans le syndicalisme on vérifie beaucoup là-dessus ces problèmes d'étiquetage, d'origine notamment, et on se rend compte que c'est pas toujours voilà, il y a encore des problèmes là-dessus.
Je vous laisse peut-être réagir, Anne-Eugénie Gaspard, sur ce qui vient d'être évoqué à la fois par Stéphane Guilbert, Camille Banton et Claude Maruenda, avant de passer à un dernier sujet sur le gaspillage. Oui, en fait, ça a été des illustrations de la nécessité, à un moment donné aussi, d'avoir des approches qui sont collectives. C'est-à-dire de partager ce que l'on souhaite, ce que l'on ne souhaite pas et les bonnes pratiques à appliquer. Ce qu'a évoqué Monsieur Gilbert, c'était aussi la question de l'innovation. Et quand on est sur ces sujets-là, alimentation de demain ou responsabilité sociétale, on regarde différemment ce que l'on fait et les impacts de ce que l'on fait sur un plan beaucoup plus large et pas simplement le fait de produire un produit voilà, tel qu'on avait l'habitude de le faire. On va regarder ce qu'il apporte. Donc, on va y regarder quel univers, en fait, ce produit apporte. On a parlé tout à l'heure de culture par rapport à l'alimentation avec, j'ai oublié le nom de Madame restauratrice, mais Carole Soubeyran. Carole Soubeyran, voilà, pardon. Et puis, on va aller regarder après ce que ça apporte et aussi plus techniquement les effets négatifs et comment être plus un contributeur à l'environnement, à la qualité de vie, enfin, à tous ces sujets-là. Donc, je voulais juste voilà, reformuler sur la nécessité à un moment donné d'avoir des actions collectives et la normalisation permet aussi de rendre visibles ces innovations-là, ces bonnes pratiques mises en place qui sont positives sur ces sujets de société pour aller vers un monde plus équitable, plus solidaire, plus respectueux des femmes, des hommes et de l'environnement, je veux dire ça comme ça, avec une économie qui soit plus écologiquement et socialement responsable. Voilà. On a le sentiment, Anne-Eugénie Gaspard, que la France est très vertueuse, responsable sur ces thématiques-là. Vous avez forcément un regard peut-être européen. Est-ce que c'est le cas dans la plupart de des pays voisins? Alors, c'est vrai alors, si je parle sur le champ de la normalisation, oui. On a pris le lead depuis de nombreuses années et l'ISO 26030 qui a été publié, voilà, c'était un directeur de coopérative du Lot-et-Garonne qui présidait les travaux à l'échelle internationale. L'ISO, c'est 140. Donc voilà, le ciel qui est reconnu. Il y a une mobilisation à l'échelle européenne, mais pas aussi engagée qu'en France, en fait, sur ces sujets-là. C'est-à-dire que il y a l'approche qui est globale sur l'ensemble des thématiques. Et après, selon les pays ou selon les secteurs d'activité, on va plutôt être attaché à la question de l'économie circulaire ou à la question du circuit court ou à la question peut-être de l'égalité femmes-hommes ou à la question des conditions sociales de travail, enfin, par rapport à l'actualité de chacun. Ce qui n'empêche pas après derrière d'avoir aussi une responsabilité qui est plus globale, mais pas montrée de la même façon. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la question du réchauffement climatique, de la transition écologique, est quand même ce qui porte globalement les mobilisations aussi des pays européens. Et le secteur agroalimentaire est quand même très en avance. Enfin, voilà, il y a une maîtrise du produit qui est existante et des avancées par rapport à l'environnement aussi qui sont fortes et les Européens ne sont pas à la traîne. Je ne sais pas si je réponds précisément, mais en tout cas, et si on regarde aussi les travaux de la Commission européenne, voilà, qui portent ces sujets-là, elle finance des programmes qui vont permettre d'accompagner autant les agriculteurs que les industries agroalimentaires à être plus vertueuses sur ces sujets-là et à financer les programmes de recherche. Merci Anne-Eugénie Gaspard sur ces éléments. Alors on l'a vu, on a parlé de responsabilité, de confiance, de collectif, d'éducation, finalement pour mieux connaître les origines des produits dans les assiettes, un certain nombre de valeurs doivent être respectées. Je voudrais qu'on évoque un autre sujet avec vous tous, c'est le gaspillage. Parce que lorsqu'on a préparé cette table ronde, beaucoup de nos lecteurs nous ont posé la question sur le gaspillage. On explique partout, alors ça commence par les plus jeunes, les enfants, qu'il ne faut pas gaspiller, ou il faut réutiliser les produits. Bon. Une fois que l'on a dit ça, comment on fait concrètement? Et je voudrais faire un tour de table avec vous parce que probablement qu'il y a des solutions d'éducation, mais au-delà, comment on fait? Est-ce qu'on peut réutiliser des déchets? Est-ce qu'on peut produire autrement? Et quelles solutions concrètes on peut apporter chacun d'entre nous et au plan de la collectivité sur cette question? Je voudrais commencer par vous, Claude Maruenda, parce que vous avez travaillé sur le sujet.
Alors oui, j'ai travaillé sur le sujet et j'en arrive à une conclusion qui peut paraître simpliste, voire vieux jeu. Je pense que la solution au gaspillage alimentaire, c'est d'abord la morale. On ne jette pas de produits alimentaires, on respecte le produit qui a été travaillé, cultivé par quelqu'un, ou un animal qui a été abattu, et tous ces produits, y compris les produits secondaires, doivent être respectés. Donc la morale, à mon avis, est un des facteurs importants de la lutte contre le gaspillage. D'où l'éducation. Oui, d'où l'éducation. Après, sur le plan technique, oui, il existe des outils, des logiciels, des systèmes dans les cantines, la restauration collective, etc., où, pour éviter le gaspillage, on pèse l'alimentation, on demande aux gens de faire attention aux quantités qu'ils prennent, de ne pas prendre plus que ceux qu'ils peuvent consommer, etc. Il y a un travail de formation à faire derrière. Mais je crois que la base, ça a été la perte de morale, au risque de paraître ringard, et d'éducation de la population sur ce qu'est véritablement un aliment. Un aliment, c'est une matière vivante, qu'elle soit végétale ou animale, c'est une matière vivante. Quand on va la consommer pour des raisons d'équilibre, on doit considérer ces paramètres et prendre ce qu'il faut juste pour consommer et maintenir son équilibre alimentaire. Voilà. Après, bon, on peut développer longtemps là-dessus. Je ne veux pas monopoliser l'auditoire, mais très sincèrement, je pense que c'est la base. Je le vois au quotidien. Dans mon travail, moi, je suis un praticien de la sécurité alimentaire. J'interviens quotidiennement sur des audits sanitaires, sur des problématiques de produits alimentaires qui sont devenus toxicogènes du fait de mauvaise manipulation, de charges bactériennes, de rupture de la chaîne du froid, de circuits, etc., etc. Je suis un praticien et je dis que simplement, on doit ramener ça à quelque chose de simple. Simple, c'est attention, le produit alimentaire est un produit vivant. Il y a quelqu'un qui l'a fabriqué. C'est le fruit du travail de quelqu'un et il y a des animaux qui sont morts pour ça. Et à partir de là, je pense que le reste peut se faire. Alors, au-delà de la morale, et c'est une valeur importante évidemment, on ne reviendra pas dessus, est-ce qu'il y a des outils numériques par exemple? C'est que la digitalisation peut il y a des t'aider. outils numériques, la digitalisation, je n'ai pas osé faire la publicité, oui, nous on a développé. C'est pour ça, faites-le parce que vous avez une application qui a été lancée. Il y a une application qui est en finalisation de constitution, qui sera recapitalisée au mois de janvier, qui permet aux professionnels de la restauration de répondre aux obligations normatives, réglementaires, etc., sur lequel on a rajouté un item sur le gaspillage. On est en train de finir de le développer. Oui, il existe des outils numériques, bien sûr, je pourrais le présenter à qui le souhaitera, bien évidemment. Et donc votre application s'appellera comment ? Pour l'instant, ça s'appelle toujours APMSA, Application de Plan de Maîtrise Sanitaire Alimentaire. Donc, je le rappelle, que j'ai créé avec l'aide de l'incubateur technologique Supagro Montpellier, que je ne cesse de remercier, mais qui risque peut-être de porter un autre nom à partir du mois de janvier, mais pour l'instant, c'est APMSA. Et ça aidera les professionnels? Ah oui, complètement. Ça prend tout l'environnement alimentaire. C'est-à-dire, il y a une vingtaine d'années, quand j'ai démarré dans l'idée de ce projet, je voyais bien que les services de l'État, et les services de l'État font un travail qui est remarquable, que ce soit la DGCCRF, la DDCSP, qui est l'ex-service vétérinaire, font un travail remarquable sur le contrôle, mais ils ne peuvent pas être partout. Donc on est plutôt sur le déclaratif, plutôt sur des exigences de résultats, et donc l'outil il est construit comme ça et pour ça. Donc pour gérer l'environnement du produit alimentaire, on ne peut pas considérer que le produit alimentaire, mais tout son environnement qui peut le rendre impropre à la consommation, c'est-à-dire toxicogène, ou engendrer des problèmes environnementaux en ne gérant pas les déchets et le gaspillage. Camille Banton, qui est responsable de ce gaspillage ? Nous les consommateurs, nous les citoyens ou un peu tout le monde? Je pense que c'est un petit peu tout le monde. Alors c'est vrai que le gaspillage alimentaire c'est assez vaste. Je pense que tout le monde est un peu responsable et tout le monde a un peu sa part dans ce gaspillage alimentaire. Je pense que Carole Soubeyran peut-être reviendra aussi sur le côté cuisiner tous les produits et pas seulement les produits que le consommateur a envie de manger, mais essayer de cuisiner tous les produits. Au tout début de la table ronde, on a parlé des fans de radis, par exemple. Ça, c'est pareil. On voit quand même que
sur les réseaux sociaux ou dans les habitudes, on voit quand même beaucoup de gens parler de plus en plus de ces sous-produits qui sont les fans de radis, les épluchures de carottes, etc. On parle dans les communautés de communes de plus en plus de tout ce qui est tri des déchets et donc des déchets verts, etc. Après, ce qui reste aussi important, c'est peut-être toujours, je reviens sur le même sujet, mais l'éducation, Oui. de faire comprendre aux enfants, mais aussi aux parents et à tous les consommateurs que tous les produits peuvent être consommés, que tous les produits ont leur propre valeur et peut-être aussi que voilà, il faut pas manger que des produits très stéréotypés, mais que voilà, une carotte qui est complètement moche. Alors c'est vrai que je pense à des campagnes de publicité qui Oui. ont lieu là-dessus, mais tous les produits, tous les fruits et légumes peuvent être consommés, même abîmés. Et ça c'est très important, quoi. C'est pas, il faut pas manger qu'une jolie pomme bien mûre et bien grosse, mais que les petites pommes abîmées ou avec un trou ou avec un défaut en tout cas seront tout aussi bonnes à la consommation, quoi. Donc là-dessus il y a ce côté très important. Au niveau des agriculteurs, bah forcément nous on est là pour vendre tous nos produits, donc après il y a souvent une différence de prix peut-être entre les produits qui rentrent moins dans les normes, etc. Mais là-dessus encore, c'est la grande distribution et l'industrie qui l'impose, hein, parce que quelqu'un qui vient acheter directement des produits sur l'exploitation, il regarde pas forcément ça, hein. Il regarde pas forcément que le produit soit vraiment très beau. Il veut savoir d'où ça vient, il veut savoir comment c'est fait, Oui, et si comment c'est c'est bon. produit, mais après, la tête du produit en soi, c'est pas forcément ce qu'il regarde le plus. Voilà, donc sur le gaspillage alimentaire, il y a d'autres initiatives que je ne maîtrise pas trop, donc je ne m'étendrai pas là-dessus, mais des initiatives souvent de restaurateurs ou de la jeune chambre économique, par exemple, qui avaient mis en place ça, d'essayer de récupérer tous les invendus et même tous les produits des boulangeries, etc. On voit que là-dessus aussi, il y a de la demande du consommateur. C'est pas grave si ça a déjà 1 ou 2 jours, mais si je peux l'avoir un peu bradé à moins 50%, bah, ça permet d'éviter le gaspillage alimentaire. Et après, pour terminer, nous, les jeunes agriculteurs, on fait partie d'une association, l'association Solal, donc c'est au niveau national, mais là, ça a été repris un peu sous un peu la directrice du mine de Toulouse qui a un petit peu influencé là-dessus. Donc il y a un Solal qui a été créé au niveau Occitanie et dont les jeunes agriculteurs Occitanie sont partenaires. D'essayer donc cette association en fait met en relation, enfin plutôt va collecter chez les restaurateurs ou chez l'agriculteur des produits donc invendus ou voilà, quand c'est en fin de saison et qu'il y a trop de produits, et de les redistribuer après à des associations telles que les Restos du Cœur, la Banque Populaire, etc. Donc ça aussi c'est quelque chose, je pense, de très important, parce que d'une part ça permet d'éviter le gaspillage alimentaire, et puis d'autre part de faire une bonne action aussi pour les personnes qui ne peuvent pas manger ces produits-là. Merci d'avoir rappelé ces initiatives. Carole Soubeyran, oui, c'est vrai que en tant que restauratrice, la question du gaspillage est une question importante. Et quelles initiatives prenez-vous, avez-vous prises dans votre restaurant ? Alors moi d'abord je souligne tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec l'idée de la morale, c'est la base, c'est le plus important, de comprendre le travail du producteur, le travail du pêcheur avant, et que les cuisiniers comprennent ce qu'ils ont, les produits qu'ils ont à travailler, voilà, que ça partit du vivant, donc surtout ne pas gaspiller déjà, et c'est du respect d'abord. Après, comme je suis fille de boucher charretier, j'ai appris à travailler tous les morceaux, notamment dans la viande, donc ça c'est un départ. Donc à travailler tous les morceaux, et ça c'est très important. Par exemple, dans un cochon, on peut tout travailler, faire nos charcuteries maison, voilà. Et donc c'est très important de valoriser certains morceaux, que les gens ne se ruent pas dans les magasins à acheter du filet de bœuf, comme je vous ai dit tout à l'heure, ou du filet de cochon, parce que c'est ce qui va induire après à une production de mauvaise qualité, parce que tout le monde voudra ce même morceau, qui est très petit sur une bête. Et puis après, il faut apprendre à savoir tout cuisiner. Donc tout cuisiner, c'est par exemple réutiliser les carcasses pour faire des jus, réutiliser les fans de navets, les fans de radis, les épluchures, les faire sécher pour après en faire des poudres. Donc il y a énormément de choses, voilà, qu'on peut faire.
On peut aussi utiliser ce qu'il y a dans la nature, c'est-à-dire tous les aromates qu'il y a dans la nature, faire un petit peu de cueillette sauvage. Et ça, c'est des choses qui sont gratuites, qui demandent rien et qui sont intéressantes à utiliser en cuisine. Voilà. Après, il y a des moyens de conservation aussi qui sont importants pour ne pas gaspiller, c'est-à-dire les saumures, les fermentations. C'est des choses qui étaient utilisées avant en cuisine et qui sont en train de revenir un peu dans l'air du temps, mais c'est vraiment une nécessité. D'utiliser un légume et de le mettre en fermentation, ça nous permettra de le faire durer un petit peu plus. C'est aussi ce qu'était la charcuterie à la base, de faire durer un morceau de lard. Et après, ça a été pris un petit peu par les industriels. Et malheureusement, la charcuterie, l'idée de charcuter a pris un autre sens. Alors qu'à la base, c'était vraiment pour la conservation et éviter de gaspiller. Voilà. Donc tout ça, c'est des choses que nous mettons en place dans le restaurant. Voilà. Merci Carole Soubeyran. Stéphane Guilbert, de votre côté, peut-être une observation de ce qui se fait dans vos recherches, dans vos éléments de réflexion. Oui, alors déjà vous posiez la question de qui est responsable. Vous posiez cette question tout à l'heure, qui est responsable des pertes et gaspillages. Il y a des travaux européens qui ont clairement montré que 70% des pertes et gaspillages, c'est à l'échelle du domicile ou de la restauration hors foyer, ou de la distribution. La distribution, d'ailleurs, c'est tout à fait mineur par rapport toutes les pertes et gaspillages, c'est 5% à l'échelle européenne. Alors, la transformation et la production, c'est à peine un tiers des pertes et gaspillages. Donc, en gros, le consommateur ou le citoyen est responsable, ou en tout cas, 2/3 de la question des pertes et gaspillages. Donc c'est d'abord une question de citoyen, ce qui renvoie effectivement à la question, enfin à l'approche de Claude Marienda sur la morale, l'éthique, etc., qui effectivement est importante, ou sur la formation, puisque c'est l'individu, le citoyen, le consommateur, première ligne sur cette question. Les pertes et gaspillages en Europe, c'est quand même beaucoup moins que ce que dit la FAO. La FAO dit un tiers des denrées produites sont gaspillées. En pratique, en Europe, c'est 20%. C'est déjà beaucoup. C'est presque 200 kilos par personne et par an. Donc, vous voyez, c'est beaucoup. Si je regarde en euros, pour une famille de 4 personnes, c'est 1200 € par an qui sont perdus du fait du gaspillage alimentaire à tous les échelons de la chaîne. Alors, pour résoudre ces questions de perte et gaspillage, d'abord, vous voyez que c'est difficile parce que c'est dispersé pratiquement au niveau des ménages, en majorité, au niveau du consommateur, donc c'est pas un vrai gisement, c'est très difficile. Mais il y a deux approches. La première, c'est bien sûr de réduire à la source les pertes et gaspillages, et la seconde, c'est de les valoriser, c'est-à-dire d'en faire quelque chose. Et les intervenants précédents ont montré, en particulier Carole Soubeyran, que, eh bien, on peut accommoder les restes, les coproduits, les fans de radis, etc., etc. Et c'est bien sûr une approche importante. Monsieur Marienda a souligné le fait qu'avec des applications, alors au niveau des professionnels ou au niveau des consommateurs, tous nos étudiants ont une appli qui s'appelle Too Good To Go, qui permet d'aller chercher des produits qui sont disponibles dans la distribution en fin de journée ou dans les restaurants à des prix très bas, etc., etc. Donc, il y a plein de façons de réduire à la source, dont l'information, qui est certainement la façon la plus, enfin le mode, enfin la voie la plus intéressante. Et puis après, il y a tout ce qui est valorisation, donc des produits gaspillés. Et là, il y a une petite difficulté, c'est que les valorisations des déchets, des biodéchets, des produits, ça crée de la valeur, ça crée de l'activité, ça entraîne des activités économiques, il y a des startups qui se mettent sur ces créneaux, etc., etc. Donc ça crée du PIB. Alors qu'inversement, si on réduit à la source le gaspillage, ça vient en déduction du PIB. Un produit qui n'est pas gaspillé, c'est un produit que des agriculteurs n'ont pas besoin de produire.
Et ça, c'est pas si simple à gérer, ni au niveau européen, ni au niveau des gouvernements, ni au niveau, etc. Parce que inciter les gens à moins gaspiller, ça veut dire aussi que en amont, ça va impacter tout le système, du producteur au transformateur, au restaurateur, etc., etc. Alors, il y a une petite schizophrénie là-dessus, et le système a beaucoup tendance à favoriser quelque part la valorisation, l'utilisation des coproduits, des déchets pour en faire des choses à forte valeur ajoutée, etc. C'est un petit peu ce qu'on observe, en tout cas ce que les pouvoirs publics favorisent avec ce que je disais tout à l'heure au niveau de la transformation des déchets. Alors après, sans trop monopoliser la parole, je dirais que c'est pas si facile que ça. Alors je prendrai un exemple. C'est pas toujours si facile que ça de réduire le gaspillage. Il y a l'exemple classique des cantines où on dit 40% des aliments qu'on donne aux enfants sont gaspillés. Oui, d'accord, mais il y a des grammages recommandés qui tiennent compte du fait que un enfant qui n'aurait qu'un repas correct par jour parce qu'il vient d'une famille très défavorisée doit pouvoir se retrouver ce repas dans la cantine scolaire. Du coup, les grammages sont souvent très largement surestimés, mais si on les réduit, pour les quelques enfants qui n'ont effectivement pas à la maison la possibilité d'avoir un régime alimentaire équilibré, eh bien on va les pénaliser. On dit aussi il y a beaucoup de pertes dans les cantines scolaires. Mais quand on regarde les choses de façon fine, y compris en France, et je ne dirais pas où, on s'aperçoit que le personnel, tout à fait légitimement, récupère une grande partie des produits avant qu'ils soient jetés. Et c'est interdit dans leur contrat de travail, donc ils ne le disent pas. Parce que sinon, ils sont mis à la porte. Donc, on surestime très souvent les pertes et gaspillages parce qu'il y a une cascade de déclassement et un système informel qui se met en place et qui fait on récupère souvent des produits qui sont officiellement dans les statistiques marqués comme gaspillés. Il y a ou sinon il y a des applis comme Too Good To Go qui permettent de réutiliser des moins chers parce que c'est la fin de la journée, les croissants, les sushis, etc. ne pourront pas être revendus le lendemain. Voilà. Et puis, il y a aussi de plus en plus de systèmes informels qui se mettent en place. Il faut, dans notre système alimentaire, l'informel prend de plus en plus de place, y compris dans les pays du Nord. On fait du troc à l'échelle du village entre le miel qu'on fabrique, les œufs de ses poules et justement les yaourts que le voisin qui travaille dans une cantine ramène de la cantine parce qu'ils n'ont pas été consommés par les enfants. Donc ce troc génère aussi plein d'initiatives extrêmement intéressantes pour réduire les pertes et gaspillages. Donc il y a un foisonnement d'initiatives dans lesquelles les associations, toutes les démarches altruistes sont souvent extrêmement importantes. Il y a, comme l'ont dit beaucoup des intervenants, l'information, l'éducation, et puis bien sûr la morale, l'éthique. Donc ça mobilise en fait tous les leviers de notre société. Et ce qui est intéressant, en tout cas, c'est que le sujet est maintenant véritablement sur la table, que tout le monde en a conscience. Ouais. Donc, les collectivités, les pouvoirs publics prennent des mesures, mais aussi il y a des initiatives au niveau local, au niveau de la grande distribution, au niveau des agriculteurs, au niveau des restaurateurs, etc., qui vont toutes plutôt dans le bon sens. Merci Stéphane Guilbert. On va terminer avec vous, Anne-Eugénie Gaspard. Le gaspillage, c'est une question de responsabilité. J'imagine que vous observez aussi que dans les entreprises, le sujet est pris à bras-le-corps. Oui, bien sûr. Alors en fait, j'écoutais les interventions. Le tour du sujet a quand même été bien abordé. Quand on est dans une démarche de responsabilité sociétale, bien entendu, on est sur ce sujet-là. La loi sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est pour une économie circulaire et on en a aussi parlé ce matin. Donc voilà,
Moi, la seule chose que je peux dire pour en témoigner, il y a la norme, enfin le cadre de référence qui est partagé, mais après, ce sont surtout les actions qui sont menées concrètement au quotidien par les entreprises, mais par les hommes et les femmes qui sont et en partenariat sur des développements pour innover, pour rechercher les meilleures solutions. Voilà, pour moi, c'est vraiment une dynamique très positive à partager. Et ça peut, quand on rentre sur ces sujets de responsabilité sociétale, faire peur parce que du coup, on regarde tous les sujets concrètement. On se pose les questions, même si on est tout seul sur son exploitation ou dans son entreprise, et on regarde où est-ce qu'on a ses responsabilités, ce qu'on peut faire pour améliorer. Et on va vers les actions que l'on peut faire avec ceux avec qui on peut les faire, et on est un contributeur positif en fait. Voilà, je voulais juste conclure sur ça. C'est juste partager des valeurs, des ambitions pour une société durable. Développement durable, quand on parle de responsabilité sociétale. Et sur l'engagement, on a les objectifs de développement durable aujourd'hui portés par l'ONU, donc auxquels chaque pays contribue, puis chacun, dans ce que l'on fait, on contribue. Et il y a l'objectif 2 qui est lutte contre la pauvreté et la faim dans le monde. Et on est aussi sur cet enjeu-là, ça a été évoqué, de comment on redistribue finalement aussi ce que l'on n'utilise pas pour en faire bénéficier ceux qui en ont besoin. Merci beaucoup. En effet, nous avons évoqué pendant cette table ronde à la fois des objectifs, on a partagé des valeurs et on a partagé des actions concrètes, alors à la fois sur le territoire et au-delà de notre région. Je voudrais remercier chacun des intervenants à cette table ronde passionnante comme toutes les autres. Vous dire de rester avec nous parce que nous allons illustrer cette table ronde de témoignages. Ils sont 4. Florent Busson, Monia Fourard, Édouard Truchelu et Annabelle Vidal, eux aussi ont décidé de s'engager pour ou autour de l'alimentation, contre le gaspillage, et ils nous en disent davantage face à notre journaliste Michael Esdourouba, et je vous propose de les écouter. Merci beaucoup. Ici, on est au lycée Victor Hugo de Lunel. On est un lycée polyvalent avec 1250 élèves, une cinquantaine d'internes, donc qui petit déjeunent et qui mangent le soir aussi ici. C'est un lycée qui a 12 ans, qui est sorti de terre en 2008 et qui a une vocation écologique assez forte, vu qu'on est là actuellement dans la rédaction d'un plan climat. Donc avec une association qui a un financement de la région Occitanie, on participe à rédiger un plan climat qui définira nos actions pendant 3 ans, que ce soit sur le domaine de la restauration, mais aussi de l'énergie, de la réduction des déchets, etc. Dans toutes les collectivités, il y a une portion qui est servie pour, on va dire, générale pour tous les élèves. On a constaté que plus on a d'offres et de choix, et moins en fait il y avait de déchets. Là où il y a souvent des déchets, c'est une assiette où à la cantine, il y a, je sais pas, lentilles saucisses. Si l'élève il n'aime pas la lentille saucisse, il va tout jeter. Alors que si à côté il y a 2 ou 3 choix, même en plus petite quantité, on arrive à satisfaire tous les élèves, et ceux qu'ils ont dans l'assiette, c'est ceux qui vont manger. Donc là, effectivement, on a beaucoup moins de déchets qu'il y a quelques années. Globalement, c'est meilleur, je trouve, que quand même dans les cantines du collège, par exemple, où c'était pas très diversifié, c'était pas très transparent, on savait pas trop ce qu'on mangeait, on nous servait directement tout sur un plateau, tandis que là on a le choix, on peut choisir des fruits, des laitages, des fromages, on a toute une panoplie de desserts et de plats. Si on n'aime pas des légumes, on peut prendre du poisson, si on n'aime pas le poisson, on peut prendre de la viande, il y a vraiment tout type de choix, donc c'est vraiment une cantine qui est vraiment bien, avec des bons produits, et c'est fait par les cuistots, des chefs cuistots, donc qui sont très compétents, et c'est super bon, et c'est agréable à manger tous les midis à la cantine. On a des élèves qui sont quand même très sensibles à la question écologique. On les sent très engagés, même parfois aussi sur la question des plats végétariens. Alors c'est vrai qu'on propose nous une alternative végétale chaque midi. Donc c'est vrai que les élèves sont très réceptifs dès qu'on parle de bio, de fait maison. Ils trouvent aussi que c'est très bon. On a quand même parce que la base ça doit quand même être de fournir des plats qui ont bon goût. Et donc on a la chance d'avoir des élèves qui sont assez impliqués et d'ailleurs qui participent à la rédaction d'un plan climat pour notre établissement. Le souci qu'on avait, c'est que tous les déchets partaient dans une seule poubelle et il n'y avait aucun recyclage de fait. Donc voilà, nous déjà économiquement ça a un coût, et puis le fait de pouvoir valoriser certains déchets comme les déchets verts qu'on peut composter et puis sortir des déchets recyclables, on va dire, c'était un plus pour nous. Donc là on a essayé vraiment de réduire les portions
Et là, c'est carrément l'élève qui demande s'il y en veut un petit peu plus ou quoi. Et après, on a essayé carrément de réduire sur certains points. Sur les campagnes de pesée qu'on a fait, la moyenne nationale, c'est aux alentours de 150 grammes. Voilà. Donc, ça s'est fait petit à petit, mais voilà. Là, actuellement, on est aux alentours de 80 grammes. 80 grammes, ça inclut vraiment tous les déchets, c'est-à-dire le plateau, on a fait vraiment le plateau pesé avec ce qu'on a produit, on a déduit ce qui nous restait et vraiment on a pesé vraiment tous les déchets, on a fait la division et on est à peu près à 80 grammes. Le pain où il y avait énormément de déchets, on a fait des demi-pains où on a vraiment sensibilisé les élèves à ce niveau-là, on a mis une poubelle où vraiment ils voient au niveau du volume et là ça marche très très bien. Ça permet de nous sensibiliser déjà, à prendre le tri et à moins polluer la nature. Du coup, je trouve que ce qu'ils font, c'est excellent. Il n'y a rien à dire. Et comme ça, on est autonome et dans notre vie de tous les jours, on pourra trier nos aliments pour faciliter la tâche des éboueurs. Il y a l'idée bien sûr de fournir des plats sains, mais il y a aussi tout ce qui est éducation au goût, qualité alimentaire, et c'est pour ça qu'on travaille aussi la sensibilisation, que ce soit avec les éco-délégués, à travers la commission restauration, en échangeant directement avec eux sur Facebook, sur Twitter et tout, donc il y a aussi une dimension pédagogique et de santé. Moi ce que j'ai voulu c'est vraiment travailler au niveau de l'approvisionnement en ciblant des fournisseurs bio et de préférence bio et local. On travaille par exemple avec le MAS de Viala qui est situé à 1 km du lycée, donc là qui nous fournit des fruits et légumes bio, et après travailler aussi sur ce qui est communication avec l'instauration d'une page Facebook, retravailler les menus pour pouvoir informer les parents et les élèves de ce qu'on fait, qu'est-ce qui est bio, qu'est-ce qui est local, qu'est-ce qui est fait maison, et enfin travailler aussi sur ce qui est labellisation. L'idée c'est d'avoir le label EcoCert en cuisine pour être un peu la vitrine de toutes les actions menées par l'équipe dans notre restaurant scolaire. Moi je trouve ça vraiment bien pour l'environnement et pour tout le monde, quoi. Toumaï, c'est une éco-start-up montpelliéraine qui s'est lancée il y a quelques mois et qui s'inspire des origines pour proposer une forme de snacking humaniste sous forme de repas et d'encas. Ces repas et ces encas sont enrichis en céréales ancestrales telles que le sorgho et le petit épeautre. Tout a commencé suite à un voyage au Sénégal en 2018 où on a découvert des céréales anciennes telles que le sorgho notamment. Et il s'avère que le sorgho est une céréale qui pousse en France et qui a de nombreux avantages en termes d'impact environnemental. Notamment, elle permet de préserver les sols puisqu'elle a des longues racines qui lui permettent d'aller en profondeur, de puiser l'eau en profondeur, donc elle résiste bien aux périodes de chaleur. Elle permet de décompacter les sols et de favoriser donc l'entrée de l'eau et donc de nourrir les sols en eau. Donc pour nous, c'est une vraie céréale d'avenir pour faire face aux nouveaux défis qui arrivent. On a fait différents tests. Au début, on était sur des recettes sucrées, notamment de cookies à base de baobab, donc ça n'avait absolument rien à voir. Mais on avait toujours cette idée de céréales en tête, donc on a découvert pas mal de céréales africaines, les fonio, les millets, le sorgho notamment. Et quand on s'est rendu compte qu'ils poussaient en France, et qu'on pouvait l'exploiter. On a rencontré beaucoup d'entreprises, notamment d'entreprises de transformation alimentaire à Montpellier. Donc là, il y a beaucoup de gens qui nous ont aidés. On a travaillé avec des équipes d'étudiants du CIRAD et de Supagro qui nous ont aidés aussi à développer les recettes. C'est de fil en aiguille, on est arrivé en suivant différentes tendances de marché, etc., à la pépite, le produit final. Mais en effet, ça a été un processus assez long. On l'achète donc sous forme de farine, directement auprès du moulin. Toutes ces farines sont mélangées et à côté de ça, on prépare un deuxième mélange où on va utiliser plutôt des graines et des flocons de céréales. Et donc ces deux mélanges vont être mis ensemble dans un pétrin et c'est ce qui formera donc la pâte finale avant qu'elle ne passe au four. Alors en fait, ça ressemble à un granola, mais en fait c'est des pépites de céréales qui peuvent être croquées soit sous forme de repas, soit sous forme d'encas. Un sachet de 120 grammes a été étudié par des nutritionnistes et des ingénieurs agroalimentaires pour remplacer un repas sur le pouce. Pour lorsque vous n'avez pas le temps, vous avez des réunions, une randonnée ou dans les transports. Au lieu de prendre un sandwich industriel ou une barre de chocolat hyper sucrée pour vous caler, vous pouvez manger un sachet de pépites Toumaï. Vous pouvez aussi les consommer en encas quand vous avez des petits creux, puisque grâce à sa composition, notamment au combo céréales légumineuses, il apporte vraiment de la satiété et permet de calmer les petits creux.
on a 5 recettes différentes. Donc 11 ingrédients par recette avec 8 ingrédients de base. Donc qui ne changent jamais sur les 5. Et vraiment ce qui va donner du peps et du goût à chacune des recettes, c'est ces fameux 3 ingrédients en plus qui changent. Donc typiquement un légume, une épice ou une herbe et un fruit séché. Alors on peut nous trouver soit au sein de magasins bio et également au sein d'épiceries vrac, où vous pouvez commander directement en ligne sur notre site internet tributomai.fr. Grâce à nos actions, on en a déjà eu plusieurs en périphérie de Montpellier ou de Clermont-Lérault. Et grâce à nos actions, ces surfaces agricoles sont sauvées et donc on a pu planter ou semer sur ces terres-là. Maintenant, on a de nouvelles normes comme les normes HVE, donc haute valeur environnementale. Donc ce sont des normes qui nous permettent de prouver au grand public de notre qualité de travail et notre engagement envers la nature et nos terres. Donc c'est pour nous essentiel. C'est ce qui nous permet aussi en fait, d'avoir des terres pérennes et d'avoir de bons rendements derrière. Maintenant, on nous pousse vers le vert, ce qui est tant mieux. Il faut évoluer vers des cultures différentes. En gros, les pratiques changent. On travaille plus le sol, on travaille plus entre les souches, on désherbe beaucoup moins qu'avant, on nettoie les fossés, on essaie de garder le plus possible des haies, des choses comme ça, qui servent à couper le vent naturellement, qu'au lieu de faire des trucs artificiels. Et au niveau des produits que vous utilisez? Les produits qu'on utilise, on essaie d'utiliser le moins souvent de produits qui nuisent à notre santé. On essaie de plus passer vers des produits biologiques, même si certains produits sont encore non biologiques. C'est pareil pour les blés. Les blés, on fait moins de désherbant, on retourne plus souvent la terre pour moins qu'il y ait d'herbes qui poussent. On apporte moins d'engrais, moins de produits chimiques. Et alors également, sur les bâtiments, vous avez des projets, je crois. Sur les bâtiments, exactement. Même si c'est un peu compliqué d'avoir des permis en ce moment, je vais essayer d'avoir un permis d'hangar photovoltaïque, d'hangar solaire. Ok. Et cette production électrique, vous en ferez quoi? Cette production électrique, elle ne serait pas pour moi. C'est une entreprise qui fait ça, qui me monte le bâtiment et qui pendant 20 ans récupère l'électricité qui est produite grâce aux panneaux photovoltaïques. Donc du coup c'est du gagnant-gagnant. Exactement. Alors est-ce que c'est plus un effet de mode ou alors pour vous c'est une prise de conscience justement de cette protection de la nature? Je pense que pour moi c'est une prise de conscience du consommateur en général. Ils tendent vers une culture verte. La terre, c'est notre outil de travail. Donc si on n'en prend pas soin, c'est notre métier qu'on met en danger. Donc notre but, c'est que les générations futures puissent aussi intervenir sur ces terres-là et promouvoir notre agriculture. Donc il faut leur laisser la terre dans de bonnes conditions. Autant de témoignages qui viennent illustrer cet engagement des citoyens autour de l'alimentation, des produits, de la terre, du consommateur au producteur en passant par les entreprises. C'est la fin de notre table ronde sur les nouveaux rapports à l'alimentation. 2 tables rondes ce matin, que je vous rappelle, autour de l'agriculture de demain et l'alimentation que vous pouvez retrouver sur notre site midilibre.fr, 2 tables rondes en replay qui étaient en direct ce matin avec l'ensemble de nos intervenants. Cet après-midi, restez avec nous dès 14 h puisque nous évoquerons à la fois l'habitat connecté et puis nous parlerons également d'alimentation. Là, nous donnerons la parole aux étudiants qui travaillent, qui recherchent, qui réfléchissent à ces sujets et qui nous donneront des exemples très concrets dans la région d'initiatives. Merci et à tout à l'heure.